suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui sont là. Et ce soir, on est ensemble pour que je relève le défi que vous m'avez fixé lors de notre dernier Facebook Live, celui de vous parler de la peur qui fait peur et de vous donner surtout les moyens de vous en débarrasser parce que c'est un véritable poison. C'est quelque chose qui nous pourrit la vie au quotidien. C'est vraiment important de réaliser le nombre de peurs qu'on peut véhiculer en permanence, toute la journée. Peur que l'orage me débranche ma box en plein direct, peur de ne pas trouver le bouton pour démarrer, peur, 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 peur. On est dans les peurs du matin au soir. Et en préparant cette émission, je me suis rendu compte aussi que j'étais une grande experte de la peur qui fait peur, parce que figurez-vous qu'en 2000, je suis allée marcher sur le feu avec Anthony Robbins à Londres dans un séminaire qui s'appelait Unless the Power Within, le pouvoir illimité, ou ne laissez pas le pouvoir à l'intérieur. Et l'objectif de ce séminaire était, en marchant sur le feu, de dépasser ses plus grandes peurs et de considérer que la marche sur le feu était une façon de dépasser ses peurs et de se dire après, puisque j'ai marché sur le feu, je peux bien passer ce coup de fil, puisque j'ai marché sur le feu, je suis bien capable de. Et donc voilà, j'ai mon diplôme de marche sur le feu avec Anthony Robbins en 2000. Donc, voyez à quel point je suis une experte dans la peur qui fait peur. Ceci dit, voilà, il en reste quand même. C'est se débarrasser à 100% des peurs, ça va être quand même compliqué. Voilà. Alors, pour parler des peurs, ce qui est important avant tout, c'est de parler de la seule peur qu'il faut garder, la peur saine et naturelle, celle que nous apportons en naissant, celle qui fait que nous sommes encore en vie aujourd'hui. Nous avons en commun, nous les êtres humains, avec les autres animaux, la peur saine et naturelle, celle qui signale un danger ou une nouveauté. Et cette peur-là, il faut la garder parce que c'est notre assurance vie. La peur saine et naturelle vous signale, attention, attention, c'est nouveau, renseigne-toi, ou attention, attention, c'est dangereux, protège-toi. Et donc, à chaque fois qu'on a une peur saine et naturelle, danger, protection, nouveauté, information. Et plus je suis informée sur une nouveauté, ou plus j'ai mis en place les bonnes protections face à un danger, et plus ma peur va pouvoir redescendre. Vous connaissez sans doute ce proverbe stupide qui dit la peur n'évite pas le danger. Ben non, couillon, mais elle a le mérite de la signaler au moins. Donc, la peur, c'est notre signal d'alarme du danger. Donc, cette peur-là, saine, naturelle, il faut la garder, il ne faut surtout pas s'en débarrasser, sinon on devient complètement inconscient et on fait des trucs qui nous mettent réellement en danger. Voilà. Mais voilà, si on se contentait d'avoir des peurs saines et naturelles, ça serait beaucoup plus simple. Ce qui se passe, c'est que la peur, après, on va commencer à en faire un espèce d'outil de domination, tout simplement. Et là encore, nous savons des points communs avec les animaux. Pour intimider l'autre, le chat va gonfler ses poils, gronder, cracher, prendre un air méchant. Le gorille se tape sur la poitrine en poussant des cris. Toutes ces techniques d'intimidation qui ont pour but de faire peur à l'autre sont aussi des techniques de protection de notre territoire, de moyens aussi de nous positionner, d'intimider les autres et de nous faire respecter. Et ça aussi, nous l'avons en commun avec les animaux. Il suffit de regarder un enfant, comment il vous fait les yeux noirs, très méchants quand il veut vous intimider. On garde ça après dans les rapports humains, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, cette capacité aussi à utiliser la peur pour intimider l'autre. Mais chez les animaux, ça s'arrête là. Peur saine et naturelle quand il y a un vrai danger ou une vraie nouveauté où il faut qu'ils soient prudents. Des techniques d'intimidation pour se mesurer les uns après les uns par rapport aux autres. Et on se rend compte que ça ne va pas plus loin dans la nature. En dehors des mécanismes de prédation, je veux dire, quand un lion mange une gazelle, là, il va plus loin, évidemment. Mais dans la même espèce, par exemple, souvent, l'intimidation s'arrête là et il y en a un des deux qui cède le terrain et qui s'en va. Les combats d'animaux sont assez rares et rarement mortels aussi. C'est très rare que des chimpanzés, des gorilles ou même des cerfs
en arrivent à se tuer mutuellement. En général, il y en a un des deux qui cède le terrain et qui s'en va. Les combats d'animaux ne deviennent réellement cruels et mortels que quand l'humain s'en mêle, quand il veut organiser des combats de coqs, des combats de chiens, utiliser justement l'instinct belliqueux de certains animaux pour faire un spectacle. Et là, ça devient complètement. On sort déjà de la peur saine et naturelle ou de l'intimidation saine et naturelle. Là, on passe le cran au-dessus. Dès que l'humain s'en mêle, ça devient cruel et ça devient mortel. Alors pourquoi c'est comme ça? Eh bien, c'est comme ça parce que ce pauvre être humain a un gros cerveau de 1300 cm3, hein, c'est quand même un sacré cerveau, et que depuis 45 000 ans, il a accédé à l'abstraction et à la capacité de penser les choses de manière abstraite et surtout la capacité d'anticiper les événements. Et malheureusement, à cause de cette révolution cognitive qui lui a donné accès à l'abstraction, l'être humain est devenu le plus grand peureux de la Terre parce qu'il peut tout imaginer. C'est très rare que les animaux anticipent un danger. Ils réagissent quand le danger est là. On s'est aperçu que les singes pouvaient se faire des farces en disant attention, il y a un lion, alors qu'il n'y en a pas, mais ça reste très limité et ça reste au niveau de la farce. Alors que nous, on est capable d'imaginer, mais mon Dieu, si un jour il y a un lion, qu'est-ce qui va se passer? Et alors, ça va être horrible, etc. On a des capacités d'abstraction telles qu'on a une capacité aussi à se faire des films, des films, des films extrêmement sophistiqués et on est devenu la seule espèce au monde capable de s'entretuer pour une idée ou capable de se battre pour une banane qui n'est pas encore là. Hein, les chiens se battent quand il y a des os, mais quand il n'y en a pas, ils ne se battent pas. Alors que nous, oui, alors si un jour on arrive à ça, alors il faudra, etc. Et tout ce pouvoir d'abstraction se retourne contre nous. Ça se retourne contre nous pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans ses capacités d'abstraction, l'être humain s'est découvert mortel, fragile, vulnérable. On doit être certainement l'animal de la Terre le plus conscient d'être une petite créature chétive au milieu de grands dangers. Et donc, c'est pour ça que l'être humain est devenu aussi peureux. Mais surtout, notre vie d'humain s'est énormément complexifiée et continue chaque jour à se complexifier davantage. Et donc, nous avons multiplié toutes les possibilités d'ennui, vous voyez, y compris l'ennui de ne pas réussir à faire marcher Facebook ou d'avoir une panne Internet en plein orage. Ça, c'est des choses qui n'arrivent pas aux animaux, sur lesquelles ils ne risquent pas d'avoir peur. Et donc, avec notre gros cerveau, on est tout le temps en train d'essayer de maîtriser ce monde trop complexe, avec trop de difficultés à surmonter, avec trop de défis, avec trop de choses. Et s'il se passe ça, je fais quoi? Et si les impôts m'envoient un rappel? Et si tel appareil tombe en panne, etc. Et donc, on fantasme, on fantasme, on fantasme. Et on se crée des peurs permanentes. Prenez juste 30 secondes pour réfléchir aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez eu comme peur? À quoi vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez anticipé en disant mon Dieu, pourvu que ça se passe bien? Voilà, des peurs, des peurs, des peurs, des peurs qui sont liées à notre monde complexe et qui sont liées aussi à nos capacités d'abstraction et d'anticipation et de se dire il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça, quelquefois des années en avance. Hein. Quelquefois des clients qui sont là en train de me dire oui, alors l'année prochaine, je ne sais pas ce que je vais faire pour le mariage de mon cousin parce que je ne veux pas croiser mes parents ou je ne veux pas croiser mon frère. Qu'est-ce que je fais pour le mariage du cousin? C'est dans un an. C'est dans un an le mariage du cousin. Vous avez le temps d'y penser, vous avez le temps de voir venir. Vous avez le temps peut-être de vivre 10 choses entre-temps. Peut-être même le cousin, il aura annulé son mariage entre-temps. Anticiper à ce point, c'est amplifier nos peurs et nos difficultés et nos problèmes au-delà du raisonnable. Donc, déjà, revenir dans le présent. C'est vraiment un point important. La peur, cette peur qui nous habite tous, tout le temps, partout, à tout propos, de rater un train, d'oublier ses clés, etc., c'est un véritable poison pour nous. C'est un poison parce que ça nous bouffe une énergie folle. C'est impressionnant à quel point la peur nous met en déperdition d'énergie. À chaque fois que j'ai un coup de peur, j'ai toutes mes batteries qui tombent à plat. Et ça, c'est vraiment, vraiment important
de réaliser à quel point quand je suis dans la confiance, j'ai une bonne énergie et à quel point quand je suis dans la peur, je me vide de toute mon énergie. Et d'ailleurs, certains l'utilisent hein, dans les mécanismes d'intimidation interhumains. Il y a aussi du vol d'énergie. Quand je vous fais peur, j'en profite pour vous bouffer toute votre énergie. Hein. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup aussi dans les entreprises de domination et dans les interactions. Donc, une énorme déperdition d'énergie. Et puis, on en parlait déjà lors de la précédente conférence en live. Le problème de la peur, c'est que c'est une des émotions les plus contagieuses. C'est beaucoup plus facile de faire peur à quelqu'un que de le rassurer. Donc, si je veux vous faire peur, je peux faire ça comme je veux. Si je veux vous rassurer, je vais ramer, je vais ramer, je vais ramer. Parce que le paradoxe est le suivant, c'est que quand j'ai peur, j'ai besoin de me prouver que mes peurs sont justifiées. Je ne veux pas admettre que j'ai peur pour rien. Donc si on me dit mais t'en fais pas, ça va bien se passer, je vais au contraire essayer de vous démontrer que ma peur elle est rationnelle et que c'est moi qui ai raison d'avoir peur et que c'est vous qui avez tort d'être en confiance. C'est pour ça que la peur est si contagieuse. Nous sommes tous des marchands de peur, hein. Tous à essayer d'exporter nos peurs, parce que si vous avez peur avec moi, paradoxalement, ça me rassure sur le fait que ma peur est justifiée. Alors que si je suis la seule à avoir peur, je vais me sentir tellement bête et je vais être encore plus angoissée de me dire mais il ne voit pas ce qui se passe, mais il ne voit pas ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Euh, Arrêtez de vendre vos peurs aux autres, hein. Occupez-vous plutôt de les gérer et de ouais, je vais vous donner des clés pour faire ça tout à l'heure. Occupez-vous plutôt de gérer vos peurs que d'essayer de les exporter. Si par exemple vous avez peur du Covid, au lieu d'essayer de faire peur à tout le monde avec le Covid, que c'est grave et que c'est pas normal que les autres n'aient pas peur, mettez plutôt en place ce qu'il faut pour vous en avoir beaucoup moins peur. Donc peur contagieuse, marchand de peur, acheteur de peur aussi, puisque les gens qui sont trop confiants passent pour complètement inconscients et immatures. Hein. Si moi, je suis quelqu'un de confiant et que je suis au milieu de vous qui avez peur, vous allez dire, mais Christelle, elle n'a pas capté. C'est super grave ce qui se passe, mais elle est folle de ne pas avoir peur. Donc, il faut aussi réaliser que ça marche dans les deux sens. Ne pas acheter les peurs des autres, ne pas exporter les nôtres et accepter qu'il y ait des gens qui refusent d'avoir peur sans essayer de dire, je veux que tu aies peur avec moi, sinon, ça ne va pas du tout. D'autant plus que la peur fait partie des clés de la manipulation mentale. Hein. Les clés de la manipulation mentale, doute, peur, culpabilité, en cercle auto-renforçant. Plus je doute, plus j'ai peur, plus je culpabilise, plus je doute, plus j'ai peur, plus je culpabilise, comme un hamster dans ma roue à tourner, à tourner. Le doute est quelque chose qui sert d'amplificateur à nos peurs. Plus, plus je ne sais pas ce qui va se passer, plus j'ai peur, plus je peux cerner le danger, plus finalement je vais savoir à quoi faire face et moins j'aurai peur. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'on passe un temps fou à avoir peur, à avoir peur, à avoir peur, et quand le danger est là, ben, on fait face avec beaucoup de sang-froid. Mais évidemment, les gens qui veulent nous manipuler savent activer, connaissent nos peurs et savent les activer et les amplifier en rajoutant du doute, que peut-être, on ne sait pas quand et on ne sait pas comment, et il va se passer des choses horribles, etc. Et ça nous met vraiment dans un mécanisme qui est amplifié de peur. Alors je culpabilise du coup, et je doute encore plus, et je me fais des scénarios, et, euh, et c'est peut-être tout l'art des manipulateurs de nous transformer en scénaristes capables de nous faire tout pour nous tout seuls, des thrillers épouvantables. Ce qui est grave aussi dans la manipulation mentale et dans le fait d'activer des peurs avec du doute, c'est qu'à un moment donné, on se trompe de peur. Et c'est là où la manipulation mentale est très forte. À un certain moment, par exemple, dans la violence conjugale, la victime aura plus peur de contrarier son conjoint que de mourir sous ses coups. C'est quand même assez hallucinant, hein. Là, par exemple, pour les vaccins, on ne sait plus si on doit avoir peur du vaccin ou si on doit avoir peur de la maladie. Mais de toute façon, on s'en fiche parce que ce que les gens ont peur, c'est de ne plus pouvoir prendre l'avion et de partir en vacances. C'est la peur qui domine. Maintenant,
c'est pas pouvoir avoir une vie normale. Donc, la peur de la maladie et la peur du vaccin sont passées au second plan par rapport à une peur qui est complètement absurde. La peur de ne pas pouvoir prendre l'avion ou la peur de ne pas pouvoir partir en vacances, c'est pas une peur rationnelle, ça. Avoir peur de la maladie, ça peut être une peur rationnelle. Avoir peur des effets secondaires des vaccins, ça peut être une peur rationnelle. Mais avoir peur de ne pas pouvoir partir en vacances, vous êtes d'accord, c'est une peur qui est complètement absurde. Donc, c'est tout le problème de la manipulation mentale. À un moment donné, on ne sait même plus de quoi on doit avoir peur et on se met à avoir peur de trucs anecdotiques en oubliant que ce qu'on risque vraiment, c'est telle ou telle chose. Une femme risque plus de mourir sous les coups de son compagnon, c'est plus grave finalement que de le voir faire une crise de rage parce qu'on l'a contrarié. Hein. Donc, voilà. Et alors, la boucle est bouclée en matière de manipulation mentale quand vous avez peur des représailles si vous vous rebellez. Parce que là, vous êtes complètement pieds et poings liés. Si vous avez peur des représailles quand vous vous rebellez, le manipulateur, il n'a plus rien à faire, vous êtes piégé. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai relevé le défi de cette conférence de la peur qui fait peur, parce qu'il faut vraiment se débarrasser de toutes les peurs qui servent à rien, et moins vous avez peur, moins vous êtes manipulable. Donc on va maintenant s'occuper de comprendre comment ça fonctionne une peur, et puis surtout comment la désamorcer, hein, pour ne plus être dans ce mécanisme d'être soi-même finalement victime de nos propres scénarios. Alors, la peur est une émotion qui est liée au futur. Je ne peux avoir peur qu'en me projetant dans le futur. Au présent, je ne peux pas avoir peur. Au présent, il n'y a que le sang-froid en cas de danger. Et d'ailleurs, on l'a tous expérimenté. Quand le danger est réellement là, on n'a plus peur du tout. On agit, on fait des trucs, on se demande même quelquefois comment on a eu ce réflexe ou autre. Quand le danger est vraiment là, il est plus temps d'avoir peur. Donc, on pourrait même dire quelque part que la peur est un luxe. Tant que j'ai peur, c'est que j'ai encore le temps d'avoir peur. Et même si j'ai un revolver braqué sur la tempe, c'est seulement en anticipant sur l'idée que la personne pourrait tirer que je vais avoir peur. Donc ça veut dire que j'ai encore le temps d'avoir peur, même si j'ai un revolver braqué sur la tempe. La peur est une projection dans le futur, et tant que je peux avoir peur, c'est que j'ai le luxe d'avoir peur, j'ai encore le temps de gérer les choses. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a des peurs rationnelles. J'ai un revolver braqué sur la tempe, ma peur, elle est rationnelle. Hein. Quand j'ai peur de ne pas pouvoir partir en vacances, ma peur, elle est plutôt irrationnelle. Bien faire, je vais vous expliquer comment faire la différence entre les deux. Et donc, la peur, c'est une émotion liée au futur, une projection dans le futur, et une projection dans le futur dans lequel j'ai l'espace de me faire un film. À chaque fois que j'ai peur, je suis en train de me faire un film. Et donc, c'est très intéressant de se poser la question, quel est le film de ma peur? Quel est le scénario que je me crée qui alimente cette peur? Je vais vous donner un exemple personnel très concret. Une de mes grandes peurs, c'est d'accrocher un cycliste quand je conduis. Quand je suis en voiture et que je conduis et qu'il y a des cyclistes, j'ai très peur d'accrocher un cycliste. Alors pourquoi? Parce que je me connais, hein, comme beaucoup de nanas, il y a des fois, je n'ai pas trop les dimensions dans la tête de ma voiture. Il y a des jours quand je suis vraiment complètement à l'ouest, je ne sais même plus au niveau spatial où j'en suis, etc. Donc, je sais que je n'ai pas toujours l'idée exacte de la distance entre moi et le cycliste quand je le dépasse. Donc, j'ai peur. Alors, quel est le film de ma peur? Je vais vous le raconter, vous allez comprendre à quel point le film de ma peur me fait peur. Eh bien, je m'imagine donc que je suis dans un de mes mauvais jours, que j'ai mal calculé l'espace que j'ai laissé au cycliste, que du coup je l'accroche avec mon rétroviseur, que le pauvre cycliste il se met à zigzaguer et qui tombe par terre et qui se fracasse le crâne sur l'angle du trottoir. Voilà, hein, ça c'est de la peur de bonne qualité, hein, on est d'accord. Hein.
C'est c'est de la bonne peur, hein. Je peux vous raconter une autre peur. Une jeune fille qui avait peur, bah, aujourd'hui ça tombe bien, c'est le jour du bac. Donc elle avait peur pour le bac et le film de sa peur pour le bac, c'était un scénario très noir, où tout se passait dans le noir d'ailleurs, et où elle arrivait devant ses examinateurs dans une pièce sombre, ils avaient tous un visage fermé, elle perdait ses moyens, elle disait n'importe quoi. Du coup, elle voyait qu'ils étaient consternés et ça lui bloquait la possibilité de continuer et elle ratait son épreuve. À chaque fois que j'ai peur, je suis en train de me faire un film. Quel est le film de ma peur? Et là, je vous invite vraiment à tout regarder. Là, tout à l'heure, je me suis fait le film. Ça s'est mis à tonner 10 minutes avant le direct. Ça s'est mis à pleuvoir et à tonner. Et voilà, le film de ma peur, c'est je commence mon direct dans des conditions épouvantables de pluie, de grêle, de machin qui cingle sur les vitres. Et puis à un moment donné, paf, il y a l'électricité qui saute et ça me coupe ma vidéo. Voilà, c'était ma peur de tout à l'heure. Mais là, maintenant, il fait, ça y est, l'orage est passé, il fait bon, je peux me détendre. Ça n'arrivera pas, en tout cas pas aujourd'hui, pas maintenant. Quel est le film de ma peur? Et à partir du moment où on repère quel est le film de notre peur, on va avoir l'espace de se poser la question, est-ce que c'est une peur rationnelle ou est-ce que c'est une peur irrationnelle? Et je vous ai dit tout à l'heure, les peurs rationnelles, il faut impérativement les garder. C'est hyper important de garder ces peurs rationnelles parce que c'est notre signal d'alarme du danger et de la nouveauté. C'est le signal d'alarme qui dit tu es pas assez informé, tu es pas assez protégé. Donc il faut garder ces peurs rationnelles, mais c'est le moment de vérifier si c'est une peur rationnelle ou si c'est une peur irrationnelle. Quelle est ma peur? Et les peurs irrationnelles se reconnaissent assez facilement dans le fait elles fonctionnent comme des raccourcis de pensée. C'est-à-dire qu'entre maintenant et la peur que je crains, j'ai fait un énorme raccourci. Je vous parlais tout à l'heure de cette personne qui s'inquiète pour un mariage qui aura lieu dans un an. Si je m'inquiète, si je dis non à mon patron, il va me licencier. Vous voyez, entre le moment où je dis non et le moment où il va me licencier, il y a de la marge, quoi, hein. Un autre exemple de peur irrationnelle, je me promène au bord du lac d'Annecy, un beau dimanche après-midi, puis il y a un petit bonhomme qui arrive sur son tricycle en face de moi, sur le long des quais, et j'ai un coup au cœur, je dis ah, il va tomber dans le lac. C'est un raccourci, hein. Si on détricote ma peur, la vraie formulation serait cet enfant qui se promène par un beau dimanche après-midi au bord du lac d'Annecy entre deux parents qui ne sont pas débiles a une chance sur 1 million statistiquement de tomber dans un lac à un endroit où ses parents ont pied et pourront le repêcher sans problème. Vous voyez le mécanisme, l'espèce de raccourci de pensée qu'on fait. Si je dis non, il va me licencier, cet enfant va tomber dans le lac, etc. Et toutes nos peurs irrationnelles fonctionnent comme ça, avec une trop grande anticipation, avec des probabilités faibles et avec des choses comme ça. Donc, quel est le film de ma peur et est-ce que ce film est rationnel ou pas? Si on revient à ma peur de faire du mal aux cyclistes, c'est une peur que moi j'estime être rationnelle parce que je me connais. Et donc c'est une peur qui me signale un vrai danger. Elle me signale un vrai danger. Donc là, dans ce cas-là, au lieu de la zapper, on dit, bon, ben voilà, ma peur qui me signale un vrai danger, qu'est-ce que je peux mettre en place comme protection? Alors, les protections que je vais mettre en place, eh ben, ça va être, par exemple, de me dire, je ne double jamais un cycliste quand il y a une voiture en face. Parce que justement, c'est le truc à vouloir serrer le cycliste pour passer quand même. Donc, dès qu'il y a une voiture en face, je ne double pas le cycliste. Même sur 3 kilomètres s'il le faut, si je n'ai pas l'espace, je ne double pas. Je prends tout le temps qu'il faut pour dépasser les cyclistes en sécurité. Et à partir de là, je peux vérifier avec ma peur, elle va s'apaiser. Et c'est ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai plus peur j'ai plus peur du tout parce que je me suis donné vraiment cet espace-là, que je ne dépasserai un vélo que si il n'y a personne en face et que j'ai l'espace de le faire.
Alors, des fois, les gens derrière moi, ils sont pas très contents, hein, évidemment. Mais j'ai moins peur de ceux qui sont pas contents derrière que de mon petit cycliste qui lui n'a pas de carrosserie et qui est pour moi quelque chose de fragile et de vulnérable sur son petit vélo. Donc, voilà, systématiquement, je prendrai le temps qu'il faut et je vérifierai que j'ai vraiment l'espace pour le doubler, sinon je ne double pas. Et du coup, j'ai plus tellement peur en fait. Et quand la peur revient, c'est que les conditions ne sont pas celles que je voulais pour pouvoir doubler. Euh, donc voilà, là, j'ai mis en place mes protections et du coup, je peux me débarrasser de ma peur. Mais pour d'autres peurs, il suffit simplement de réaliser à quel point on a fait un raccourci de pensée, à quel point la probabilité que ça arrive, elle est minime, à quel point il y aurait des étapes intermédiaires avant d'en arriver là, et à quel point on aurait le temps de rectifier le tir à plein de reprises. Par exemple, hein, j'ai dit non à mon patron. Si je prends la porte parce que j'ai dit non à mon patron pour des heures sup, par exemple, bah, à la limite, j'ai envie de dire, eh ben, il est mieux que je prenne la porte, ça veut dire que mon patron, il est un peu, voilà, hein. Et ça vaut le coup de changer aussi d'emploi si je dois travailler dans des conditions de stress et de peur pareilles. Donc, donc, se débarrasser des peurs irrationnelles, c'est regarder tous ces films, en rire, s'en moquer, ou alors devenir un vrai scénariste. Vous êtes vraiment très doué. Bah, écrivez des films d'horreur, des vrais. Alors, du coup, vous gagnerez de l'argent avec vos peurs. Ça fonctionnera beaucoup mieux comme ça. Donc, repérez vos films et ne les alimentez plus. Alors, quand les peurs sont bien installées, on a aussi des outils en PNL, je vous en ai déjà parlé dans les autres conférences, pour atténuer les choses. Il suffit quelquefois de changer quelques sous-modalités à notre scénario, rajouter de la couleur, rajouter de la gaieté, rajouter une musique gaie pour que tout le scénario du film puisse être inversé. Et puisque je suis le scénariste, je peux aussi décider que je vais me faire le film inverse. Hein, puisque je suis capable de faire des films d'horreur, je suis aussi capable de me faire des comédies, des belles histoires. Je suis aussi capable de me raconter des scénarios gagnants plutôt que de me raconter des scénarios perdants. Donc, si je suis capable de me faire le scénario de la peur, je suis aussi capable de me faire le scénario de la confiance. Et à partir de là, c'est moi qui vais décider. Parce que c'est vraiment un point important que Jacques Salomé souligne souvent. La peur et l'envie sont les deux faces, ombre et lumière, de la même chose. D'un côté, il y a la peur, de l'autre côté, il y a l'envie, d'un côté, il y a le problème, de l'autre côté, il y a la solution, d'un côté, il y a tout ce que je voudrais éviter, de l'autre côté, tout ce vers quoi je veux aller. Peur et confiance sont les faces ombre et lumière de la même chose. Si j'ai très peur de ne pas trouver de place en centre-ville, c'est que j'ai très envie d'en trouver une. Si j'ai très peur de mourir, c'est que j'ai très envie de vivre. Si j'ai très peur qu'il me quitte, c'est que j'ai très envie qu'il reste. Si j'ai très peur de rater mon bac, c'est que j'ai très envie de le réussir. Et donc, comment on vérifie ça? C'est si cette chose-là me fait peur, c'est que j'ai très envie de l'inverse, hein, parce que la pensée de Salomé a quelquefois été transformée en disant si tu as très peur qu'il te quitte, c'est que tu as très envie qu'il te quitte. Non, 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 pas du tout. Si j'ai très peur qu'il me quitte, l'autre face, c'est que j'ai très envie qu'il reste. Hein. Donc, ombre et lumière de la même chose, mais ne croyez pas que vous voulez ce dont vous avez peur. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Peur et envie, d'un côté la peur, de l'autre côté l'envie. Donc, je peux me faire le film, hein, puisque j'ai peur de ne pas trouver de place de parking en centre-ville, de me voir en train de me tourner, de m'énerver, d'avoir trop chaud, de me faire piquer des places sous le nez, d'être en rage, d'être frustré, etc. Et d'être obligé d'aller me garer loin et de perdre du temps et de marcher et de porter mes courses si j'allais au marché, etc. Ou bien je peux me faire le film du moment où, parce que je suis dans la confiance, je suis sûre qu'il y a une place qui va se libérer pour moi et où, en regardant autour de moi, je serai disponible pour la voir. Et ça marche. Pourquoi ça marche? Par exemple, hein, si on reprend l'exemple tout bête des places de parking,
Quand je suis dans la confiance et dans la certitude de trouver une place, ça marche. Et quand je suis dans la certitude qu'il n'y a pas de place, ça marche aussi. Pourquoi? Parce que quand je suis dans la peur, je suis dans le stress, mon champ de vision se rétrécit et je me retrouve avec une vue en tunnel et je ne vois pas les places qui sont libérées sur les côtés, tout simplement. Alors que quand je suis dans la conscience, mon champ de vision est ouvert et je vois la personne qui arrive là-bas avec ses courses, qui est en train de remplir son coffre et qui monte dans sa voiture. Et donc, j'ai juste à faire le tour et aller attendre la place qui se libère. La peur et la confiance, ça fonctionne vraiment. Donc, si je me refais exactement le même film version confiance, au lieu de me faire le film version peur, hein, eh ben, je me fais des films qui vont fonctionner aussi bien que les films de mes peurs, euh, et ça va beaucoup, beaucoup mieux marcher, hein. Donc, le film, j'ai très envie qu'il reste. Commencer le film s'il reste. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie s'il reste? Qu'est-ce qu'on vit? Et dans ce cas-là, euh, eh ben, il va sentir aussi mon envie qui reste. Alors, comment on garde les gens dans nos vies? On les garde en leur faisant part de notre peur qui part, qui part, qui part, ou on les garde en leur faisant part de notre envie qu'ils soient là et du plaisir qu'on a à ce qu'ils soient à nos côtés. Vous voyez à quel point tout ça, ça marche. Ça ne peut que marcher quand je suis dans la confiance. Quand je suis dans la confiance, eh ben, je me fais des scénarios positifs et j'envoie des messages de positivité et forcément, tout va fonctionner comme je le souhaitais. On dit deux choses contradictoires, je ne sais pas laquelle est vraie, laquelle n'est pas vraie. On dit que 98% de nos peurs ne se réalisent pas, et tant mieux. Je pense que c'est vrai, vu le nombre de peurs qu'on a dans une journée, si elles devaient toutes se réaliser, à la fin de la journée, on serait mort. Par contre, les peurs qu'on cultive et qu'on entretient, elles, finissent par se réaliser, effectivement. Parce que ces peurs nous mettent dans une telle tension, dans un tel stress qu'à un moment donné, le seul échappatoire pour être détendu, c'est que ma peur se soit réalisée, que je m'y sois confrontée, que je puisse passer à autre chose. Et donc, c'est le paradoxe, c'est que plus je vais entretenir une peur, plus elle va finir par se réaliser. Alors, heureusement, pas toutes nos peurs, mais les principales peurs, oui, elles finissent par se réaliser pour qu'on finisse par se rendre compte que c'était pas si terrible et qu'on y a survécu. Alors, c'est dommage, c'est bête d'aller jusqu'à réaliser ses peurs. Alors, je vous dis ça, puis c'est un peu ce que j'ai fait avec l'avant précédent Facebook Live. J'avais tellement peur que ça foire, ça a fini par foirer. Comme ça, je me suis rendu compte que j'avais survécu, et vous aussi, au fait qu'on avait loupé un Facebook Live. Donc, à la fois c'est bête et en même temps c'est une façon de dédramatiser les choses aussi. Euh, Quand j'ai réalisé mes peurs, eh bien après, bah, je suis tranquille, hein, ma peur s'est réalisée et ça marche plus. Ça, je peux vous raconter. Quand j'avais 15 ans, j'avais fait un stage de kayak. Alors, pour ceux qui connaissent, dans l'Hérault, à Saint-Bosille-de-Putois, au Moulin, là où il y a les kayakistes, etc., j'ai pris des cours de kayak et on descendait le fleuve Hérault en kayak. Et j'avais très peur des rapides. Pourtant, les rapides sur l'Hérault, c'est quand même pas, hein, c'est pas l'Amazonie non plus. J'avais très peur des rapides et j'avais très peur de ce qu'on appelle dessaler, c'est-à-dire que le kayak se retourne. Et mon film était que, au passage des rapides, mon kayak se retourne, que je reste coincée dans mon kayak avec la tête sous l'eau et je me noie. Voilà. Hein. Oh, je suis douée moi aussi hein, pour avoir des films de peur. J'avais 15 ans à l'époque et j'avais tellement peur de ça que j'ai demandé à dessaler en eau sale, en eau calme, pour voir déjà l'effet que ça faisait de dessaler avant d'aller dans les rapides. Donc, les deux moniteurs, ils ont attrapé mon kayak, ils me l'ont retourné. Je suis sortie de mon kayak très facilement, je suis remontée à la surface, j'ai dit, bon, ben, c'est bon, je sais ce que ça fait de dessaler, j'ai plus peur de boire la tasse, j'ai plus peur de me noyer, on peut y aller. Et donc, on a passé tous les rapides et je m'étais tellement bien débarrassée de ma peur que j'étais la seule qui ne s'est pas retournée dans les rapides quand on a passé les remous. Moi, je suis passée piouf, comme ça. Et tous les autres à qui j'avais dû finalement fourguer ma peur se sont retournés avec leur kayak. Donc des fois, c'est même très amusant, ces histoires de peur qui se réalisent ou qui ne se réalisent pas.
Et puis des fois, c'est moins amusant. Vous avez sans doute entendu parler du syndrome de Stockholm quand il y a des prises d'otages et que les otages finissent par épouser la cause de leur ravisseur. Hein, c'est un syndrome qui est assez connu, le syndrome de Stockholm. Je suis prise en otage et j'ai tellement peur que je me projette dans la tête du ravisseur et je me dis, mais si, il a raison de me prendre en otage. Et au bout d'un moment, j'adopte complètement sa façon de penser pour être dans la survie. On s'est aperçu qu'il y avait un autre syndrome en cas de prise d'otage qu'on a appelé le syndrome de Londres. Et là, c'est une prise d'otage dans une ambassade. Euh, et il y a un des diplomates qui s'est retrouvé dans un tel état de peur qu'il a fait en sorte que les ravisseurs le tuent pour que ça s'arrête. Son niveau de peur était devenu tellement insoutenable qu'il est devenu fou et qu'il a fait en sorte, finalement, avec son comportement, que les ravisseurs lui tirent dessus. Donc, le syndrome, hein, il y a des fois, la peur tue, finalement. Hein, donc, ça vaut vraiment la peine d'apprendre à gérer nos peurs, à plus faire des peurs irrationnelles, à mettre en place les bonnes protections au bon moment pour ne plus être embêté comme ça. Alors, c'est d'autant plus important qu'il y a un truc tout pourri avec les peurs, un truc vraiment tout pourri, c'est qu'on nous a appris à aimer dans la peur et à croire que si j'ai pas peur pour les gens que j'aime, je les aime pas. Un petit peu comme aussi on nous avait obligés à faire un amalgame, peur, amour. Si je t'aime, j'ai peur pour toi, et puisque je t'aime, je te demande de porter mes peurs. Et c'est vraiment quelque chose qui pollue aussi beaucoup, beaucoup nos relations, comme parents vis-à-vis de nos enfants, comme conjoints, avec nos proches aussi. En guise d'amour, porte mes peurs. C'est un peu ça le message. Hein. En guise d'amour, porte mes peurs. Et en guise de protection aussi, porte mes peurs. Au lieu de protéger les gens qu'on aime, au lieu de leur accorder notre confiance et de faire en sorte qu'ils se sentent en confiance avec nous, on leur fait porter toutes nos peurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très polluant dans nos relations, notamment en éducation. Hein. Il faut vraiment faire la différence avec ses enfants entre je te protège pour que tu puisses vivre en sécurité et en confiance et porte mes peurs en guise de protection. Je vous donne un exemple concret. Malheureux, ne monte pas sur ce mur, tu vas tomber. Hein. Malheureux, ne touche pas ce couteau, tu vas te couper. Ça, c'est de l'ordre du porte mes peurs. Les messages qui sont de l'ordre de la protection, c'est attends, si tu veux monter sur ce mur, je te donne la main parce qu'il est haut, je veux que tu es sûr que si tu tombes, je te retiendrai. Hein, ça, c'est de l'ordre du protection et on apprend aussi à être prudent. On peut tomber, donc on va mettre en place ce qu'il faut. Je te donne la main. Hein, comme ça, si tu tombes, je te retiens. Je suis ton filet de protection. Ou bien, au lieu de dire malheureux, ne touche pas ce couteau, tu vas te couper, de dire à l'enfant, tu sais, un couteau, c'est un objet dangereux. Il y a des choses qui peuvent faire très mal avec un couteau, tu vois. Je vais t'expliquer comment on se débrouille avec un couteau. Et tant que tu es petit, je veux pas que tu touches au couteau quand je suis pas là. Et quand tu es là, tu touches au couteau sous ma supervision. Est-ce que c'est OK pour toi? Alors, un couteau, tu vois, il y a une partie qui coupe très fort. Si tu y mets ton doigt, tu vas saigner, tu auras le doigt qui va couper. L'autre côté qui coupe moins fort, mais c'est pas la peine d'y toucher. Il y a un manche, c'est fait pour ça, d'accord? Un couteau, ça peut piquer, ça peut couper. Donc, on ne court pas avec un couteau dans les mains, personne, jamais. Tu vois, même moi, adulte, je ne cours jamais avec un couteau dans les mains. On ne se gratte pas l'œil en tenant un couteau. Hein. Voilà, il y a des règles de sécurité pour manipuler un couteau en toute sécurité. Tant que tu es petit, tu vas utiliser couteau à bourron et sous ma protection. Et quand tu seras plus grand, petit à petit, tu pourras toucher des choses. Mais c'est pareil pour les ciseaux, les bouts pointus des ciseaux, ça peut piquer, ça peut être dangereux. Donc les ciseaux, c'est toujours les pointes vers le bas, etc. On donne des consignes de sécurité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on ne fait pas assez avec les enfants, entre leur faire peur, leur interdire les choses ou laisser faire. Il y a toute une gamme d'explications rationnelles qui font que les enfants peuvent être en sécurité. Et ça va même plus loin. Ça va même plus loin. L'âge adolescent, il faut vraiment mettre en place des systèmes de sécurité. Il faut vraiment expliquer ça aux enfants. C'est pas que je suis contrôlant, c'est qu'il y a des règles de sécurité à respecter.
tes parents doivent toujours savoir avec qui tu es, où tu es, pouvoir te joindre, et cetera. C'est la base de la sécurité. Je ne peux pas te protéger si je ne sais pas où tu es. Donc, à chaque fois que tu vas quelque part, pose-toi la question: «Est-ce que maman ou papa sauront où je suis au moment où je serai là?» Hein, genre, je quitte l'école, un copain qui dit: «Tiens, tu veux passer à la maison? Je vais te filer un CD». Est-ce que mes parents sauront où je suis si je vais chez lui? Non, ils ne le sauront pas. Donc je prends le temps, de prévenir mes parents ou je dis au copain: Non, je passerai une autre fois». C'est des petites choses comme ça, consignes de sécurité, base de sécurité. Parce que si on leur apprend pas, ils prennent pas conscience ni du danger, ni du fait que quand il y a un danger, on peut se protéger. Et puis avec nos proches aussi, c'est quelque chose qui m'insupporte, c'est par exemple quand je vais prendre la route et qu'on me dit: «Tu fais attention sur la route», c'est un truc qui me rend dingue, qui me rend complètement dingue. Parce que ça veut dire: «J'ai pas confiance en ta façon de conduire», hein, s et il y a pas de raison, hein. J'ai bonus maximal, hein, avec mon assurance. Ça fait des années que j'ai pas eu d'accident de voiture, à part bugner mon portail. Donc tu fais attention, c'est vexant, ça veut dire, je te fais pas confiance. C'est emmène mes peurs dans la voiture pendant le trajet, ça va pas m'aider à être moi-même en confiance pendant le trajet. Cette manie qu'on a de faire porter ses peurs aux autres et donc au lieu de dire aux gens, heu: «Tu fais attention sur la route», c'est de lui dire: «Bonne route», tout simplement, bonne route. Au lieu de dire aussi: «Tu m'appelles, hein, quand tu arrives», c'est-à-dire: «Je suis même pas sûre que tu vas arriver tellement tu conduis mal». On se rend pas compte que, de manière subliminale, c'est des choses comme ça qu'on fait passer, hein. «Bonne route, à bientôt, et on s'appelle prochainement». Mais on s'appelle pas à l'arrivée pour dire: «Ça y est, je suis en sécurité, cet horrible danger qu'est le fait d'avoir fait le trajet, est surmonté». Arrêtez de faire porter vos peurs aux gens, apprenez à aimer dans la confiance, apprenez à faire confiance aux gens, apprenez à ne plus faire porter vos peurs aux autres en guise d'amour. Parce que c'est ça que je voudrais vous proposer à travers cette conférence. Comment ce serait un monde dans lequel où on n'aurait pas peur? Qu'est-ce qui se passerait si je mettais 90% de mes peurs à la poubelle et que je garde que les peurs rationnelles, celles qui me permettent de faire face au danger et à la nouveauté? Qu'est-ce qui se passerait dans nos vies si on n'avait pas peur, hein? Et ben moi, je pense que si on n'avait pas peur, il y aurait beaucoup moins de guerres, beaucoup moins d'agressivité, beaucoup moins de méchanceté, beaucoup moins de bêtises. Parce que la base de toute l'agressivité, c'est la peur. Plus un humain a peur, plus il devient con et plus il devient méchant et dangereux. C'est vraiment important de le réaliser. Plus j'ai peur, plus je deviens dangereuse. Et donc, plus on se fait peur mutuellement, plus on se met dans cette logique d'avoir peur les uns des autres. On coupe le lien humain, on coupe l'entraide, on se met à considérer l'autre comme un ennemi, comme un danger, etc. Euh, il n'y a plus de collaboration, il n'y a plus d'entraide, il n'y a plus de fraternité. Le gros de nos problèmes vient de la peur. Et pour dire à quel point la peur est absurde, l'exemple le plus caricatural de peur absurde que je puisse vous donner, c'est l'escalade nucléaire. Comment on peut en être arrivé à croire que plus il y aura de bombes, moins elles risquent d'exploser? Vous voyez à quel point ça rend con la peur, hein? Ça rend vraiment con, hein, être armé jusqu'aux dents, et cetera. Et donc dans ces logiques de peur, de rajouter des caméras de surveillance, d'être tout le temps dans la vigilance et de prendre en permanence les uns et les autres pour des dangers, et ben, on finit par se renfermer les uns, voilà, d'être complètement coupés les uns des autres, alors que paradoxalement, c'est l'union qui fait la force. C'est-à-dire que plus on est unis, plus on est solide et plus on est protégé. Donc, voyez à quel point c'est stupide. La peur nous sépare, là où la confiance nous donnerait la force d'être protégés. Donc, un monde où il n'y aurait pas de peur, ça donnerait quoi? Ben, ça donnerait un monde de gens beaucoup plus fraternels, beaucoup plus unis, beaucoup plus capables de créer du lien humain, de collaborer. Et donc, ça serait un cercle vertueux
où la confiance pourrait vraiment se mettre en place. Et c'est ce monde-là que j'aimerais bien aujourd'hui voir émerger, plutôt que tous ces mondes dans lesquels on est tout le temps en train de se mesurer donc, avec beaucoup d'agressivité et de méchanceté. Voilà, c'est peut-être utopique, mais c'est le monde que j'aimerais voir arriver. Alors, il faut que je finisse de vous raconter ce qui s'est passé le jour où je suis allée marcher sur le feu avec Anthony Robbins. Donc, c'était un séminaire, Unless the Power Within, donc, et l'objectif était d'identifier notre plus grande peur et de faire en sorte que cette marche sur le feu symbolise cette plus grande peur pour pouvoir la dépasser. Donc, il y a eu tout un moment, là, je bois un peu d'eau. Il y a eu, il y a eu tout un moment dans lequel Anthony Robbins nous a demandé de nous dire les uns aux autres quelle était cette grande peur que nous espérions dépasser en marchant sur le feu. Et j'ai été vraiment surprise. La plus grande peur, celle qui était la plus répandue chez tous les gens que j'ai croisés en disant ma plus grande peur est celle-là, ben moi ma plus grande peur est celle-là, etc. La plus grande peur de la majorité des gens, c'est la peur d'échouer. Alors peut-être c'est un peu faussé puisque les séminaires d'Anthony Robbins coûtent un peu bonbon, sont un petit peu, je dirais, réservés aux winners, etc. Hein. Mais c'était quand même surprenant le nombre de gens dont la plus grande peur était d'échouer. À quel point on n'a pas le droit de se tromper, à quel point on croit encore à l'échec dans nos sociétés. L'échec n'existe pas, hein. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, c'est un des principes PNL, l'échec n'existe pas. Euh, on ne peut pas ne pas avoir de résultat. À chaque fois que je fais quelque chose, j'ai forcément un résultat. Et donc, le but, c'est quand même d'avoir le résultat que j'escomptais plutôt que d'avoir le résultat opposé. Si par exemple, je voulais restaurer une communication et que je me suis braquée avec mon interlocuteur, je n'ai pas échoué, j'ai juste réussi à le braquer. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'échec n'existe pas en PNL. On est tout le temps en train de tâtonner, d'essayer, de tester et de faire en sorte de pouvoir faire en sorte que nos résultats correspondent à nos attentes. Mais l'échec n'existe pas. Et cette peur d'échouer était terrible. Euh, Moi, j'avais peur de toute autre chose. Mais figurez-vous qu'au moment d'aller marcher sur le feu, j'avais tellement peur de dépasser ma peur que je me suis dit, si la marche sur le feu doit symboliser cette peur, je ne marcherai pas sur le feu. Parce que j'avais peur de dépasser ma peur. Quand je vous parle de peur qui fait peur, hein, quand je vous dis que je suis une spécialiste dans les peurs qui font peur, eh bien, j'avais peur de dépasser ma peur, au point que je me suis dit, si ma marche sur le feu symbolise cette peur, je n'irai pas marcher. Donc, à la dernière minute, face au brasier, au moment de marcher sur le feu, j'ai dit non, 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 je vais juste marcher sur le feu pour le plaisir de marcher sur le feu. Et c'est comme ça que j'ai pu m'engager sur le brasier et j'ai fait les 10 pas réglementaires sur les braises. Donc, j'ai marché sur le feu comme tout le monde, mais avec l'énorme frustration de ne pas avoir été capable de dépasser ma plus grande peur. Donc, quelque chose d'extrêmement paradoxal, puisque puisque j'ai marché sur le feu, hein, quand même, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, à ce jour, je n'ai toujours pas dépassé cette peur qui est restée dans l'ordre de mes mécanismes de survie et qui, je pense, restera maintenant jusqu'au bout. Peut-être qu'il y a des peurs, bah, il faut renoncer à les dépasser, je ne sais pas. Voilà, hein, ne suis-je pas une immense spécialiste de la peur qui fait peur? Alors, une dernière petite chose intéressante, on a fait une expérience avec des rats que vous pourrez retrouver si vous voulez en allant sur le net. C'est une expérience menée par l'Université de Strasbourg. En fait, les scientifiques voulaient savoir si les rats savaient nager et ils ont découvert tout à fait autre chose. Ils ont découvert que dans l'organisation des rats, il y avait des dominants, des dominés et des rats autonomes.
ils se sont rendus compte du coup que dans l'organisation, il y avait des rats autonomes qui vivaient leur vie de leur façon, qu'il y avait des rats qui dominaient les autres et qui leur piquaient la nourriture, et qu'il y avait des rats dominés qui se laissaient piquer la nourriture et qui mangeaient les miettes. Et ils se sont aperçus en même temps que les rats dominants étaient ceux qui étaient les plus stressés. Donc c'est intéressant aussi de savoir que ceux qui dominent, finalement, c'est les plus pétochards. Ça fait plus peur de dominer puisqu'on risque toujours d'être débordé par la masse, alors que d'être dominé, finalement, c'est plus reposant. Et ils se sont aperçus aussi qu'en donnant des anxiolytiques aux rats dominants, ils en ont fait des rats autonomes. C'est-à-dire que c'est bien l'anxiété qui est à l'origine de nos jeux de pouvoir dominant-dominé et qu'à partir du moment où vous avez mis tous les rats sous anxiolytiques, tous les rats étaient autonomes et tranquilles. Donc, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, dans un monde où il n'y aurait plus de peur, il n'y aurait plus de dominant, il n'y aurait plus de dominé, il n'y aurait plus que de la fraternité, il n'y aurait plus que de l'entraide, il n'y aurait plus que du lien humain et la force d'être ensemble. Et j'espère que nous allons cheminer vers ça à partir de maintenant, désamorcer nos peurs, se faire des films de confiance, arrêter de voir la part ombre des choses et aller voir du côté de la lumière et se faire plein de petits films positifs, de choses qui réussissent, de gens qui restent, de gens qui s'aiment, de gens qui sont en bonne santé et de gens qui sont heureux de vivre au lieu d'être dans la peur de mourir. Voilà ma petite conférence, le défi est relevé. Je vous ai expliqué tout ce que je pouvais vous dire sur la peur qui fait peur. Et maintenant, je vais prendre un petit moment pour regarder un peu vos commentaires et voir s'il y a des questions auxquelles j'ai pas encore répondu. Ah bah oui, Kira, hein, la peur de renverser les cyclistes, moi je trouve que c'est une bonne peur parce qu'eux, ils n'ont pas de carrosserie et c'est vrai que les accidents de cyclistes sont vraiment très graves. La peur est un fantôme qui n'existe pas. Ouais, c'est une phrase qui peut absolument aider, effectivement. Euh, Oui, Arnaud, c'est vrai. C'est une forme d'amour tellement maladroite d'avoir peur pour les autres et avec tout ce qu'on va justement être marchand de peur par amour, c'est tellement terrible et c'est tellement plus chouette d'apprendre à aimer dans la confiance. Ma plus grande peur, c'est de ne pas avoir droit au bonheur ni à l'amour. Alors, B, c'est Béatrice, je pense. B, je vais te rassurer tout de suite, hein, le droit au bonheur et le droit à l'amour, personne ne l'a, tout le monde l'a. C'est quoi cette histoire d'avoir droit ou pas? Ça n'a pas de sens. L'amour, hein, il y en a partout et il y en a nulle part. Le bonheur, il y en a partout, il y en a nulle part. Et on ne va pas ensemble, toi et moi, aller à la sortie d'une école maternelle et trier en disant ce gamin-là, il a droit au bonheur et à l'amour, celui-là, il n'y a pas droit. On y a tous droit et personne n'y a droit. C'est quelque chose d'universel. Donc, arrête de te poser la question de savoir si tu y as droit. Non, tu n'y as pas droit. Comme ça, ta peur, elle est réalisée. Et maintenant, c'est juste, eh ben, j'y ai pas droit, eh ben, je prends le gauche. Et de l'amour, il y en a pour tout le monde sur cette planète. Je vais aller en chercher là où je suis sûre d'en trouver, plutôt que là où on va me faire croire qu'il faut un passeport spécial pour avoir droit au bonheur. Est-ce que tu peux me montrer sur ton passeport pourquoi tu aurais droit de l'amour, hein? Donc voilà, n'aie plus peur, hein, de ne pas y avoir droit, tu n'y as pas droit, et serre-toi. Serre-toi là où il y en a. Oui, Christine, tu mets complètement le doigt sur quelque chose d'important. La plus grande peur de l'homme, en fait, c'est la mort. Bah oui, c'est une des angoisses existentielles, c'est de se savoir mortel. Et finalement, ce qui nous fait le plus peur, c'est la mort. Mais le problème, c'est que la peur de la mort, c'est pas réellement une peur, puisque c'est inéluctable. La mort est inéluctable. La vie est une maladie mortelle. Donc la mort est inéluctable. Donc on peut même plus appeler ça une peur, c'est ce qu'on appelle une angoisse existentielle. Et paradoxalement, il semblerait que pour se protéger de cette angoisse existentielle, parce que les angoisses, c'est terrible, on se fabrique des peurs pour essayer de rationaliser une angoisse. Je ne sais pas si tu vois la différence.
La différence entre l'angoisse et la peur, c'est que quand j'angoisse, je suis toute seule dans mon angoisse, en fait. J'ai, comment dire, l'angoisse n'est pas contagieuse. Quand je suis angoissée, les autres, ils peuvent être consternés, ils peuvent compatir, mais ils ne peuvent pas partager mes angoisses. Par contre, la peur, ils peuvent la partager. Donc souvent, cette angoisse existentielle de mort, on la déguise en peur pour pouvoir la partager. Au point que, et ça c'est Irving Yalom qui en parle dans son livre sur la thérapie existentielle, il dit que certains thérapeutes, quand vous leur dites j'ai peur de mourir, ils vont chercher d'autres peurs derrière la peur de mourir pour éviter d'avoir à traiter la peur de mourir, qui de toute façon n'est pas une peur, c'est une angoisse. Voilà, ça c'est important, effectivement, de bien différencier les deux. Alors, si pour ceux d'entre vous qui ont peur de mourir, je vais vous donner une astuce qui a assez bien marché avec moi. J'ai investi dans un livre qui s'appelle La source noire, écrit par Patrice von Hirsel. Je ne sais pas comment ça se prononce, Hirsel, E-E-R-S-E-L. E-E-R-S-E-L. Patrice von Hirsel, La source noire, c'est un best-seller et c'est le livre qui m'a personnellement le plus apaisé mon angoisse de mort. Parce qu'en lisant ce livre, on fait un point assez exhaustif de tout ce qu'on sait réellement sur la mort. Et beaucoup de choses se recoupent entre les expériences proches de la mort, les religions, ce qui est dit dans certains livres sacrés, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Il y a tous les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross sur les stades de deuil, etc., qui sont abordés. C'est un livre extrêmement complet et surtout, quand on le lit, on se rend compte d'une chose qui est assez étonnante, euh, dans laquelle je crois fermement aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose après la mort, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que quand c'est ton heure, et que quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Si c'est votre heure, si c'est mon heure, il n'y a rien que je pourrais faire pour l'empêcher. Par contre, si c'est pas mon heure, eh ben, c'est pas mon heure. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi pu vraiment vérifier beaucoup en aéronautique, et notamment avec les crashs d'avion. C'est vraiment très étonnant quand il y a un crash d'avion et qu'on regarde un petit peu l'historique des gens qui sont à bord. Euh, il y a des gens qui sont là qui n'avaient rien à y faire, il y a des gens qui auraient dû y être qui n'y sont pas, etc. C'est vraiment très étonnant. Je pense notamment à cette jeune hôtesse stagiaire dont le réveil n'a pas sonné un jour où l'avion qu'elle devait prendre s'est crashé. Elle, je ne sais pas comment elle aura géré la suite, mais voilà, un avion s'est crashé, elle devait le prendre sans réveil, elle a eu une panne de réveil. Donc, waouh. Donc, il y a un moment donné, je pense que c'est la meilleure façon de se détendre par rapport à la mort, c'est de se dire bah, d'abord qu'il n'y a pas de solution. Hmm. Ça, voilà, c'est le prix à payer pour être vivant, c'est de mourir un jour. Et de se dire aussi que bah, quand c'est le moment, de toute façon. Pour le reste, on se rend compte que les gens qui ont réellement failli mourir ont beaucoup moins peur de mourir et arrivent à cette conclusion que ce n'était pas leur heure. Voilà, bon, hein, et puis vous en faites pas, au lieu d'avoir peur de mourir, euh, hein, connectez-vous à votre envie de profiter de la vie pendant qu'elle est là. C'est beaucoup plus constructif d'être dans cette dynamique de dire je suis vivant et je vais en profiter à fond pendant que je suis vivant, en bonne santé, que j'ai du temps devant moi, que les oiseaux chantent, etc., plutôt que d'être tout le temps en train de vivre dans l'idée que je vais mourir un jour, je vais mourir un jour. Et les gens qui sont du côté de la peur de mourir, ils ne vivent pas. Donc, de l'autre côté, d'un côté il y a la mort, de l'autre côté il y a la vie. Voilà. Comment bloquer les pensées négatives qui nous entraînent vers la peur et qui nous bloquent? Donc déjà, Christelle, il faut les identifier. Euh, Quelque part, il faut se regarder penser. Hein. Qu'est-ce que je cultive comme pensée? Après, il y a des techniques qui sont proposées dans pas mal de livres. Euh, il y en a une qui est toute simple, je peux te la donner maintenant. Euh, on a plus de 10 000 pensées qui nous traversent la tête dans la journée, des phrases qu'on se dit, des machins, des trucs. Et donc, on peut choisir sur des petites cartes, format carte de visite, d'écrire des phrases positives et de se les lire dans la journée simplement. Alors après, c'est des mantras, hein, c'est vraiment je vais de mieux en mieux. J'ai plein de raisons
dans la gratitude, j'ai des réussites à mon actif, il y a des choses qui vont bien dans ma vie, des petites phrases toutes simples et qui vont venir, contrecarrer quelque part les idées négatives. Et c'est vrai que, cette histoire de gratitude est quelque chose que j'aime bien. Heu, Se poser quelques fois dans la journée en disant: «Quelle raison j'aurais là maintenant de dire merci à l'univers?» Ben, j'ai un toit, j'ai à manger, j'ai des gens qui m'aiment, je suis en bonne santé, j'ai vu un bon film, il y a des oiseaux qui chantent. Des raisons d'être dans la gratitude, on en a 12 000. Donc pour bloquer les pensées négatives, c'est peut-être pas simple, mais les remplacer régulièrement par une petite flopée de pensées positives, ça finit par équilibrer. Voilà, ça c'est des trucs qui marchent bien, hein. Et c'est vrai que vivre dans la gratitude est quelque chose qui est délicieux, tout simplement. Voilà, la peur d'être rejeté vs la frustration de ne pas se respecter. Nadège, hein, à l'âge que tu as, le rejet n'est plus mortel. Tous les humains ont enregistré le rejet comme étant un danger de mort, parce que c'est vrai que quand on est petit, rejeté par la communauté, on meurt, mais à l'âge adulte, le rejet n'est plus mortel. Donc il faut vraiment que tu deals avec toi-même, avec la partie de toi qui a peur du rejet, en lui disant que rejeter aujourd'hui ne te met plus en danger de mort, que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, et qu'il y a des gens, heu, objectivement, c'est plutôt rassurant qu'ils nous rejettent. Ça veut dire qu'on ne fait pas partie de leur monde. Et donc moi, l'idée que certaines personnes ne m'aiment pas et qu'elles me rejettent, je trouve ça plutôt rassurant. Donc c'est ça qu'il faut que tu deals avec la partie de toi qui a peur du rejet. Dis-lui: «1, tu es plus en danger de mort quand tu es rejeté, et franchement, il y a certaines personnes, j'espère bien qu'elles te rejettent, c'est plutôt bon signe». Voilà. Coralie, la sophro, la pleine conscience, et cetera, se connecter à son corps, je valide à 100. Tout ce qui est méthode Coué aussi, je valide à 100. Et aussi d'Edgar Tolle, le pouvoir de l'instant présent, puisque, la peur est une projection dans l'avenir, revenir dans l'instant présent est le meilleur moyen de retrouver sa sérénité. Et je vais utiliser cette proposition-là que tu m'as faite, hein, de sophro, instant présent, etc., pour conclure cette conférence, et vous dire à bientôt. Revenir dans l'instant présent, c'est vraiment la meilleure méthode pour combattre la peur. Voilà, et je vous donne rendez-vous peut-être à la rentrée. Là, je vais vous ficher la paix cet été, hein. Vous allez partir en vacances, vous allez faire plein de trucs. Moi aussi, je vais préparer tranquillement ma rentrée. En fin d'été, j'aurai plein, plein de choses nouvelles à vous annoncer, dont ce fameux nouveau bouquin qui sortira mi-septembre. Donc, je vous en dirai plus à la fin de l'été. Et je vais reprogrammer des webinaires à la rentrée aussi. On se refera des Facebook Live parce que vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à passer ces moments-là avec vous. Et on aura plein de choses à se raconter, plein de choses à explorer ensemble. Le développement personnel, c'est cette magie d'avoir énormément d'outils de toutes sortes, très variés, très utiles, très concrets, pour gérer nos vies de la meilleure façon. Alors, je vous fais à tous un énorme bisou. Je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite un été plein de confiance et de laisser toutes les peurs derrière vous, de savourer vraiment ce temps de partage qui revient, ce bel été, ces moments où on va pouvoir sortir, aller au resto, la fin du couvre-feu et tout ça. Savourez, profitez et débarrassez-vous de toutes vos peurs irrationnelles. À bientôt!